voudrais qu'on retourne sur cette ces séquences incroyables que vous découvrez ce matin avec François-Xavier Ménage. Nous sommes donc dans le département de l'Aisne, à Sissonne, dans ce camp qui permet de restituer dans les moindres détails le scénario d'une guérilla urbaine. Les choses ne sont pas simples, vous l'avez vu au fil des épisodes précédents, et l'armée de terre va avoir besoin de renforts. D'où viennent ces renforts? Du plus grand bâtiment de guerre français, le Charles de Gaulle. Regardez, c'est incroyable. On est maintenant dans l'hypercentre de ce terrain militaire pour la suite de cette opération exceptionnelle et on va avancer. Je vous rappelle qu'il y a des ennemis qui sont présents en ville. Ok, appui au sein du groupe, en avant 600. Ils sont habillés en noir et l'idée, bien entendu, c'est de les neutraliser. On avance ruelle par ruelle avec des éclaireurs. Allez, 300, ça décroche. Allez. Et dès qu'on a suffisamment de visibilité, on passe à la ruelle suivante. C'est comme ça que travaille l'armée française. Allez, go, vas-y. 600, tu te prépares. Allez, ça Et puisqu'on parle d'un terrain militaire et d'une opération particulière, il y a forcément un quartier général. Eh bien, vous allez le voir, ce quartier général. Il a été organisé de manière rustique à l'intérieur de ce véhicule blindé. Et vous avez un capitaine qui est en train de parler à son état-major. Ici Alpha, à partir du bâtiment 19, j'ai visuel sur 4 chars de bataille en reconnaissance offensive face à l'ouest. Oscar, je demande un appui. Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Eh bien, très clairement, un appui, celui du porte-avions Charles de Gaulle. Tenez-vous bien, Esther Lefebvre. Et justement, sur le porte-avions, Esther, à quoi ressemble l'opération d'appui que vous allez mener, que vous allez nous raconter? Écoutez, François-Xavier, c'est une énorme machine qui est en train de se mettre en route pour envoyer plusieurs de ces avions en renfort. Ça s'active à tous les étages, en particulier là-haut. C'est là où le message vient d'être réceptionné il y a quelques instants. Regardez dans cette salle de briefing tous ces officiers, tous ces marins qui sont en train de répercuter les ordres. On se tourne vers vous, c'est vous qui dirigez ce groupe aéronaval. Comment on monte une telle opération? On a préparé des alertes, on a préparé les pilotes. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est leur donner les derniers éléments de renseignement, où sont les amis, où sont les ennemis, afin de pouvoir leur apporter cet appui, afin de pouvoir continuer leur manœuvre. On va maintenant descendre quelques étages, direction le hangar aviation. C'est là où sont stockés les avions. Communication du commandant. Vous l'entendez en ce moment même, Pour exercice. tout l'équipage est mis au courant de cet exercice. A reçu l'ordre de soutenir une opération de l'armée de terre menée en ce moment même à plus de 1000 km de notre position. Nous allons catapulter une patrouille de 2 Rafales. Fin de communication du commandant. Vous l'avez entendu, décollage imminent de 2 Rafales marines. Et voici l'un des endroits où ça se prépare le plus activement. Celui-ci, justement, il est en train d'être sorti vers le pont d'envol. Là, vous voyez, vous avez un tracteur télécommandé qui va permettre de déplacer l'aéronef dans l'hangar. Vous voyez qu'on n'a pas forcément beaucoup de place. On peut mettre beaucoup d'avions pour dépanner. Et il va le déplacer sur l'ascenseur arrière pour qu'on puisse le monter sur le pont. On va maintenant s'approcher de cette plateforme. C'est une sorte de monde chargé en un ascenseur extrêmement puissant. On va pas faire de bêtises, on va rester juste à côté de Stéphane. Stéphane, en combien de temps, en cas réel, quand l'ordre tombe, vous pouvez faire décoller des avions? Alors, on est toujours en mesure de pouvoir catapulter sous très faible préavis des avions qui sont parés déjà au départ et, selon le besoin opérationnel, être capable de projeter ces avions pour une mission X ou Y. Toujours des avions en alerte, en fait. Tout à fait, ils sont ce qu'on appelle en alerte. Ça y est, c'est parti. Montée express d'un étage. Waouh, c'est rapide. Et nous y sommes sur le pont d'envol, cet endroit le plus stratégique du porte-avions, évidemment, sa raison d'être, ce pont d'envol immense qui fait plus de 200 mètres de long. Je vous le rappelle, il s'agit d'un exercice, mais pour coller au plus près à la réalité, ces 2 Rafales vont décoller armées. Des bombes vont être accrochées sous ces avions. Elles sont en train d'être préparées dans la soute à munitions. Et vous remarquerez que tous ceux qui manipulent les munitions sont habillés en rouge. C'est le signe distinctif de ce qu'on appelle les booms. Leur chef, eh bien le voici, Eric
Ces bombes, c'est des bombes de 250 kg, des GBU-12, mais ce sont évidemment des bombes d'exercice aujourd'hui. Des bombes d'exercice, même poids, même dimension que des vraies bombes. Une GBU-12, donc une bombe qui est guidée laser et qui va permettre effectivement d'atteindre des objectifs comme des petits bunkers en pénétration. Et la bombe est accrochée, les techniciens font les dernières vérifications électriques pour que la bombe effectivement soit reconnue par l'avion. Merci beaucoup Eric, on vous laisse terminer cette installation. Nous, on file voir les pilotes qui sont en train de terminer leur préparation. Attention aux phases de transition quand on pop-up, d'accord, donc on sort proprement du gilet de terrain. Commandant, ce gilet que vous êtes en train d'enfiler, c'est pas seulement un gilet de sauvetage. Alors c'est pas seulement un gilet de sauvetage, effectivement il y a un élément de flottabilité au cas où on s'éjecte et on tombe dans l'eau, mais il y a aussi un certain nombre de composants qui nous permettent de survivre si jamais on doit s'éjecter en territoire hostile. Vous avions ? Ce que vous voyez là, c'est une étape incontournable avant chaque vol. Le pilote, Emmanuel, est en train de faire le tour de son avion, accompagné de son mécano, pour s'assurer qu'à la fois l'appareil, mais aussi l'armement sont prêts à décoller. Panneau. Regardez là, à cet endroit, cette petite pièce métallique. Voici la catapulte. C'est un système quasiment unique au monde. L'avion est en train de s'approcher tout doucement. Il va s'accrocher dessus. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en dessous, il y a une énorme quantité de vapeur. C'est une sorte d'énorme cocotte minute. Et c'est ça qui va donner toute la puissance à l'avion lors de cette phase de décollage. Un lancement. Descente panneau. Décollage réussi. Les deux avions sont maintenant en vol. 1000 km à parcourir. Dans quelques dizaines de minutes, ils seront donc sur leur objectif à Sissonne. Et on n'en doute pas une seconde, leur puissance de feu sera déterminante dans cette opération. Et voilà pour cette immersion passionnante sur le Charles de Gaulle. Vous voyez les premières images de la cour de l'Élysée, dont le président devrait partir d'ici quelques minutes. Ça se prépare du côté du perron. La voiture d'Emmanuel Macron est maintenant avancée. C'est une période particulièrement intense pour un président de la République, une période particulièrement intense également pour un chef d'état-major des armées. Vous le savez, la situation internationale a amené le chef de l'État hier à confirmer que l'effort budgétaire se poursuivrait pour l'armée française, tant en termes d'entraînement que d'équipement. Et je crois, Jean-Claude Narcy, que vous êtes précisément aux côtés du général Thierry Burkhardt, le SEMA, qui doit donc mettre en œuvre ces demandes du président dans les années qui viennent. Exactement, il attend en haut, devant l'Arc de Triomphe, l'arrivée du président de la République. Mon général, bonjour. Vous attendez, vous allez présenter tout à l'heure cette armée au président de la République. Dans cette ambiance un peu morose en France, quel est l'état d'esprit de cette armée ? En fait, vous savez, les armées, elles vivent au quotidien l'environnement stratégique. L'environnement stratégique, ce que j'appelle, c'est que ce que voient les Français tous les jours de l'état du monde. C'est ce que vous leur montrez aux informations, c'est ce qu'ils voient dans leurs journaux. Ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que les hommes et les femmes qui composent les armées, tous les jours, ils sont engagés sur le territoire national, en opération extérieure, sur terre, sur mer, dans les airs, dans l'espace, dans le cyberespace. Et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et donc c'est pas d'état d'âme. Et en fait, c'est bien là-dessus. En plus, on est dans une phase de transformation parce que le monde évolue vite et qu'il faut absolument s'adapter. Alors, on vit aujourd'hui donc l'anniversaire de la Libération, le 80e anniversaire, et aussi les Jeux Olympiques. Est-ce que vous voyez des convergences entre les sportifs de haut niveau et vos soldats ? Alors le sport, c'est une vertu cardinale qui sont développées dans toutes les armées. Il est important d'être en bonne forme physique pour être capable de subir la pression opérationnelle. Et le sport est quelque chose qui est
un élément important pour les forces morales. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les armées accueillent beaucoup de sportifs de haut niveau que vous allez voir bientôt, dans 2 semaines, j'espère sur les podiums, en tout cas sur les stades, dans les compétitions. Donc bien évidemment, on est trop concernés. Et le sport, c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup pour la reconstruction de nos blessés. Et donc on voit qu'il y a un continuum, parce que en fait, les blessés se reconstruisent en retrouvant des réflexes qu'ils avaient avant. Et donc ça marche quelque chose de très très bien. Donc la connexion sport-armée, elle est très très forte. Et on attend vraiment nos champions, mais les champions français, sur tous les podiums et sur tous les stades. Merci mon général et bon 14 juillet. Merci.